Isabelle Durand, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, devra partir, je pense, vers 21h. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je voudrais commencer par saluer Blandine Krigel, qui nous fait aussi l'honneur d'être ici, et de nouveau Isabelle Durand, que nous connaissons déjà. On peut dire, ici en Belgique, tout le monde la connaît depuis longtemps, bien plus longtemps que moi, mais depuis le Forum des femmes, nous la connaissons à l'école de la cause freudienne. Alors, Yves va ouvrir la soirée en présentant deux invités, en présentant aussi une sorte d'argument de cette soirée. Pourquoi est-ce que les psychanalystes veulent entendre Blandine Krigel, veulent parler avec Isabelle Durand? Pourquoi est-ce que nous nous intéressons à la politique? Alors, nous savons qu'il y a plein de réponses à cette question. Déjà depuis Freud a déjà répondu à cette question. Donc Yves va nous expliquer tout ça. Je dirais tout simplement que si nous ne nous intéressons pas à la politique, eh bien la politique va s'intéresser à nous. Et nous l'avons vu il y a 15 jours quand, dans le journal de soir, nous avons été mis en série avec le mouvement islamiste et les sectes comme un danger public, un danger pour l'État, les mouvements psychanalytiques. Donc, on voit bien qu'on a tout intérêt à nous intéresser au maître. Voilà, au maître et à l'administration, parce que là, c'était pas tout à fait, les politiques eux-mêmes qui ont lancé ça. Voilà, je passe la parole à Yves Van der Wecken, président de la Belgique. Oui, j'ai oublié de dire que cette soirée, comme vous le savez, est organisée par la CFBJ, qui est donc le groupe francophone, le psychanalyste francophone en Belgique, par le, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, le Kring voor Psychoanalyse, qui a son, qui notamment à Gand, mais aussi à Bruges et à Ostende, je pense, c'était en tout cas flamand, et sous l'égide de leur fédération de psychanalyse. Oui, donc moi je dirais simplement, le plus rapidement possible, quelques mots qui rendent compte du plaisir pour les trois associations d'accueillir Blandine Krigel et Isabelle Durand. On reçoit donc Blandine Krigel, tel que ça a été annoncé à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, La République et le prince moderne. Blandine Krigel, qui est donc professeure émérite des universités et surtout une philosophe éminente de l'histoire et du droit politique. J'ai eu l'occasion de vous la présenter plus avant dans les billets quotidiens qui vous sont parvenus par voie électronique. Si ce n'était donc déjà le cas, plus probablement par son œuvre qui compte, et c'est de le dire, elle doit maintenant vous être familière, ne serait-ce que par le fait, comme Gilles Carros le rappelait, qu'elle a croisé à plus d'une reprise la route de l'école de la cause freudienne, dont elle est, je pense pouvoir dire cela, une amie. Alors, son dernier livre, à partir duquel nous allons converser, rencontre un succès de librairie des plus notables. Ça se lit comme une épopée. Et je ne doute pas, si ce n'est déjà fait, que vous vous jetterez sur son livre après notre rencontre. C'est avec un plaisir non moins partagé que nous remercions Isabelle Durand, que je n'aurai pas l'indélicatesse de vous présenter, au-delà du fait de vous rappeler qu'elle est une actuelle vice-présidente du Parlement européen. On remercie Isabelle Durand d'avoir accepté, je dois dire quasi immédiatement, de venir avec nous converser avec Blandine Krigel.
Ce ne sera pas la première fois non plus, après le Forum des femmes organisé à Paris par Jacques-Alain Miller pour la lutte dans la libération de la psychanalyste syrienne Rafa Nadjeb. On doit à Gil Carroz, président de la Fédération de psychanalyse, un portrait d'Isabelle Durand, je ne sais pas si vous l'avez reçu, dans ces mêmes billets électroniques quotidiens, qu'il la qualifie de fougueuse, amoureuse du ciel ouvert. Petit billet que je ne saurais trop conseiller Isabelle Durand de diffuser le plus largement possible, parce qu'elle devra nécessairement repartir en campagne électorale. Ce ciel ouvert qui a son sens dans la carrière d'Isabelle Durand et qui, dans sa polysémie, n'est pas sans avoir quelques consonances familières pour nous. On va donc converser de la figure moderne du pouvoir. Et on va le faire dans ce lieu inhabituel pour nous, du moins pour l'instant, le BIP, Place Royale. Vous conviendrez qu'il ne pouvait être plus adéquat pour notre propos. Voilà donc pour le plaisir. Mais au-delà du plaisir, fut-il intellectuel, cette conversation se justifie aussi pour nous en raison. Jacques-Alain Miller, lors d'une introduction à une rencontre avec Bernard-Henri Lévy autour de son livre « La guerre sans l'aimer », qui rencontre, comme vous le savez, des événements de destitution du pouvoir libyen et de son tyran, faisait valoir, comme Gil vient de le rappeler, que la politique importe aux psychanalystes comme objet de pensée, non pas tant en tant qu'ils sont des citoyens, comme les autres, mais bien en tant qu'ils sont psychanalystes en tant que tels. Au fond, la psychanalyse, faisait-il remarquer, en la personne de Freud, a formalisé comme telle la politique. Freud l'a fait par le biais des institutions qu'il a abordées à partir de son étude du fait collectif, ce qu'il a appelé sa psychologie des foules, qu'il couple d'emblée à l'analyse du moi. Et donc on voit qu'il y a déjà là donc comme une trajectoire sans rupture de continuité pour Freud qui court de l'individuel au collectif. Freud a dégagé, rappelait Jacques-Alain Miller, l'armature de la politique en considérant et en s'enseignant à partir de la cure analytique même que le ressort de la politique, c'est l'identification. Et que si dans le cours d'une psychanalyse, il se réveille, ou plutôt il finit par s'isoler, que le sujet est en quelque sorte déterminé par un certain nombre de choses, qui sont in fine des choses dites, que ces éléments déterminants le capturent, le mènent et sont jusqu'à être responsables de son mode de jouir. Freud a considéré que ces éléments, c'était des identifications. Lacan épinglera ça d'un autre syntagme. Il appellera ça, lui, des signifiants maîtres. C'est dans cette mesure-là que Lacan a osé un pas supplémentaire en faisant un parallèle entre l'inconscient et la politique. Il considérait, c'est en tout cas comme ça que Jacques-Alain Miller nous a expliqué ça, que ces éléments d'identification, ces signifiants maîtres, dans une cure analytique, il faut les extraire parce qu'ils sont en quelque sorte enfouis, alors qu'en politique, ceux qui fonctionnent comme tels sont en quelque sorte exhibés, à découvert, à ciel ouvert, disait-il. Ça rejoint l'identification y est mise à nu. Et c'est comme tel que Lacan a formalisé le discours du maître, dont la psychanalyse serait l'envers. On saisit mieux maintenant pourquoi, avec cette explication qu'il a donnée. Et donc, faisait-il remarquer, les remaniements que subit le discours du maître au niveau collectif retentissent dès lors immédiatement au niveau individuel, au niveau même, disait-il, de la cure analytique. C'est pourquoi il conseillait aux psychanalystes, enfin c'est pas seulement qu'il le conseillait, c'est qu'il
enjoignait aux psychanalystes d'être au fait de la façon la plus proche des remaniements du discours du maître. Voilà, puisqu'on me le demandait, ce qui justifie en raison notre invitation. Alors, Blandine Krigel, justement, dans La République et le Prince moderne, isole un tel remaniement, au fond, la figure du pouvoir, du discours du maître. Tellement majeur, nous dit-elle, qu'elle va jusqu'à parler de Big Bang, d'un changement d'univers. Et vous en faites la démonstration. Le moment hollandais que Blandine Krigel dégage, et dont elle isole les points structuraux, nous permet au fond de voir se produire sous nos yeux un de ces moments de décision politique comme tel, où se reconnaît une certaine dimension de l'acte. C'est-à-dire qu'après, vous faites valoir que ce n'est plus comme avant. Il y a là un moment de rupture. Un moment de rupture dont, en tout cas pour nous, il n'est pas étrange qu'il porte un nom. C'est-à-dire que même s'il n'est pas seul, vous déployez toute une galerie de portraits, d'événements, de contingences et d'actions. Même s'il n'est pas seul, quelque chose de cet événement qui s'est produit là avec un grand E se cristallise et s'incarne dans et au travers le désir décidé d'un, en l'occurrence Guillaume d'Orange. Il y a là donc pour Blandine Krigel un nouveau paradigme du pouvoir qui émerge dans ce moment-là, que vous épinglez du terme de république moderne, un régime politique qui semble avoir gagné la faveur générale actuellement. Et le printemps arabe en font en quelque sorte une démonstration d'aspiration de pouvoir accéder à ce paradigme du pouvoir-là. De ce paradigme, on a déjà eu l'occasion aussi d'en déployer les différentes coordonnées à travers nos diffusions électroniques. Nous voulions en fait préparer un peu cette conversation. Je vous disais qu'on avait déjà au fond, essayé de transmettre beaucoup d'éléments de votre livre. Et je vous laisserai bien entendu à vous, dans la locution que vous allez faire, le soin de mieux nous déployer ces coordonnées. Qui mieux pourrait le faire. J'extrairai simplement, et rapidement encore, que Blandine Krigel nous fait valoir dans ce moment historique, en rupture, démontre-t-elle sur des points fondamentaux avec ce qui néanmoins fait sa filiation, c'est-à-dire les cités antiques et les républiques des cités, l'émergence, vous nous faites voir dans ce moment historique l'émergence de ce que vous nommez le légicentrisme, à savoir ce moment de capture du maître, comme s'exprimait Jacques-Alain Miller à propos de votre livre, de capture du maître, de la figure qui incarne le pouvoir, par le droit. Pour fonder et justifier en droit l'opposition et la révolte des Provinces-Unies contre l'Empire catholique de Philippe II, vous nous faites assister à ce moment de bascule où trouve, là je reprends le terme, à être désacralisée la figure du maître et de son pouvoir. Il y a des thèmes originaires, nouveaux, qui apparaissent à ce moment-là, la souveraineté, le peuple, l'idée de nation, de service et de contrat. Vous dites, je trouvais que ça résumait bien un des points centraux, essentiels, des pages 288, au fond, que le pouvoir soit remis au prince, au magistrat ou au peuple, c'est désormais la loi et le peuple qui sont sacralisés, ainsi que la nation, et que cette sacralisation de la loi, du peuple et de la nation remplace, au fond, la sacralité du roi, du maître, et anéantit ainsi la divinisation de sa puissance. C'est à ce moment-là, ce moment de bascule-là que vous épinglez. Et vous faites valoir que c'est une figure nouvelle du pouvoir qui émerge là, celui de l'homme ou de la femme du pouvoir, qui accepte
d'être lui-même soumis à la loi, au pour tout X qu'il impose au peuple. Il y a là un principe d'égalité et d'universalisme, en quelque sorte issu de l'humanisme érasmien et de la Réforme. Le maître devient lui-même sujet de la loi et de l'universalisme unificateur et pacificateur de celle-ci. Ce mouvement même, faites-vous valoir, dessine au fond la légitimité, et c'est nouveau, faites-vous valoir, la légitimité en droit du peuple à la résistance et à démettre ou à changer de représentant du pouvoir lorsque celui-ci n'est pas à la hauteur de sa tâche ou lorsqu'il ne s'inscrit plus lui-même dans les règles du droit et de la loi. C'est ce moment où, ce faisant, il bascule du côté de la tyrannie. La loi vaut désormais pour tous, lui y compris, le prince n'étant plus dès lors qu'un magistrat, au sens noble du terme, fût-il suprême ou le premier, au service du bien commun et public. Il y a là un renversement qui s'opère de supériorité des États sur les rois, c'est-à-dire du peuple sur le prince, parce que le bien du peuple est le service du prince. Voilà, je vous passe la parole.